Bonjour à tous, bienvenue pour cette première session de l'après-midi. J'espère que vous avez eu un bon déjeuner et que l'atmosphère chaleureuse de la salle ne vous endormira pas trop. On va en tout cas faire le maximum, Paul et moi, Louis, qui bossons tous les deux chez Gradle. On va essayer de vous garder intéressés et éveillés. De quoi on parle aujourd'hui? En fait, on bosse sur la couche inférieure, l'outil de build, qui vous permet de construire toutes ces magnifiques applications Android. Et on va essayer de vous montrer à quel point, du côté de Gradle, on investit dans rendre l'outil performant pour qu'il vous aide à travailler le plus efficacement possible. Donc, commençons par faire connaissance avec quelques petites questions. Et la première, c'est qui parmi vous a un build long? Alors voilà, c'est parfait, donc merci à ceux qui ont levé la main. Parce que ça veut dire déjà que vous n'êtes pas heureux. Et merci à ceux qui ont posé la question de qu'est-ce que ça veut dire un build long, parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, 1 heure et plus, par exemple. On espère que c'est pour tourner tous les tests. Personne? Ah, c'est bien. Ok. 30 minutes et plus? Ouais. 5 minutes et plus? Ah, c'est cool. Ok. Moins d'1 minute? Il y en a qui build pas ici. Oui. Qui c'est qui pense qu'il a un build complexe? Ok. Ça tombe bien parce qu'on va surtout parler de performance aujourd'hui. Et alors surtout, la vraie question en fait. Qui est heureux d'utiliser un outil de build? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Ah, ok. il y en a. Ça nous fait plaisir. Donc, en termes d'agenda, on a une petite intro sur un peu ce que fait Gradle pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, quelque chose qu'on aime bien rappeler, c'est la différence entre Gradle, l'outil, et puis le plugin Android pour Gradle, qui est fait par Google. Donc pas par Gradle, c'est 2 entités différentes. Alors évidemment, on collabore beaucoup. Et puis on va sauter dans le vif du sujet, qui sont un peu les concepts et les définitions de ce qu'on veut vous faire comprendre, et qu'on va ensuite illustrer et commenter en parlant de la scalabilité de Gradle. Et puis on a quelques slides à la fin pour vous expliquer en termes de roadmap où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va arriver après, et du coup à quoi vous pouvez vous attendre potentiellement. Alors Gradle, ça a commencé il y a 17 ans à peu près. Et c'est devenu l'outil de build par défaut pour Android il y a 10 ans, c'était l'anniversaire cette année. Et depuis le temps, notre mission, c'est d'améliorer la productivité des développeurs. Et on fait ça avec un outil dont on vous détaillera un petit peu les concepts plus tard. Mais il y a une chose importante à savoir, c'est que c'est un outil qui est open source. On a des contributions, on est très content de recevoir des contributions. La productivité des devs, ça tourne autour de la performance, mais ça tourne aussi autour de la compréhensibilité de ce que c'est un build, de comment on définit les choses dont on a besoin pour construire une application, etc. Et comme on a besoin de manger, notre boîte fabrique aussi un produit propriétaire qui s'appelle Develocity, et qui est une plateforme, c'est des services qui permettent de collecter des données sur les builds pour pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé. Ça aide énormément pour le troubleshooting parce qu'après on peut se partager le scan d'un build qui est l'enregistrement permanent de ce qui s'est passé pendant un build et d'aller creuser dedans pour aller pointer les événements, les erreurs, etc. Et comme on peut au sein d'une boîte collecter toutes ces données-là, on peut faire beaucoup d'analytics là-dessus. L'usage classique, c'est que la CI, elle tourne et elle pousse les build scans de tout le monde dans Develocity et ça permet aux développeurs d'avoir une vue de ce qui se passe, de surveiller les trends, donc savoir par exemple si mon build, tiens, ça fait une semaine qu'il est plus lent qu'avant, ça va pas, il faut que je regarde, ou l'inverse, et de comprendre tout ce qui se passe. Et c'est aussi une plateforme d'accélération, c'est-à-dire que ça va fournir des services du type cache de build, pour éviter d'avoir à faire ce qui a déjà été fait, et de la distribution de tests et de la sélection de tests prédictive, on en parlera.
Et alors, un élément qui est important, c'est que non seulement on peut capturer l'ensemble des builds de l'intégration continue, mais on peut aussi capturer l'ensemble des builds locaux des développeurs, pour comprendre aussi quels sont les patterns d'utilisation des développeurs et améliorer aussi cela. Et plus avoir de ça marche pas sur ma machine, ça marche sur la tienne. Non, parce que là, j'ai un enregistrement permanent de ce qui s'est passé sur la mienne, je peux le passer aux collègues, on peut regarder ensemble, c'est beaucoup plus simple, quoi. Voilà, donc ça c'était la partie produits et autres. Maintenant, tout ce dont on va parler aujourd'hui est dans Gradle Open Source. On va l'illustrer avec des build scans, mais en fait les build scans, si vous allez sur scans.gradle.com, vous pouvez uploader les scans de votre projet. Alors, attention, il y a un certain nombre de données dans ces scans-là, qui peuvent être considérées comme sensibles au niveau de la société. Donc faites pas ça comme des cow-boys, renseignez-vous si vous pouvez le faire, faites-le avec un projet de test pour avoir une idée un peu de ce qui est publié, mais ça c'est un service gratuit. Oui, tous les noms de vos projets, les trucs comme ça remontent dedans. Après, les liens sont très difficiles à deviner, donc quelqu'un d'autre ne va pas tomber dessus, mais les données remontent. Légalement, ça peut être un problème. Mais vous avez aussi un moyen de rajouter des paramètres d'obfuscation pour dire, par exemple, le hostname, les IP adresses, etc. Je veux les obfusquer pour qu'elles ne remontent pas. Donc, petit rappel rapide au niveau de qu'est-ce que Gradle et puis la différence avec le plugin Android. Donc déjà, au niveau de l'outil de build, là, ça fait quelques années qu'on s'est un peu penché sur quelle est la vision, où est-ce qu'on veut aller. Et donc, en fait, voilà, on a un outil qui est open source. C'est un build system, ça nous permet d'automatiser les processus de construction d'applications, et même de n'importe quel logiciel, en fait. Donc, dans le cadre d'Android, c'est des applications Android, mais le build tool supporte plus de cas d'utilisation que ça. Et surtout, ce qu'on a rajouté, en fait, c'est qu'on veut que ce soit de n'importe quelle taille, type, complexité, et de façon rapide, et sur lequel on peut compter, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, et vous allez voir que ça sous-tend un certain nombre d'évolutions récentes qu'on a fait dans l'outil, qui nous permettent justement de répondre à ce rapide et responsable. Et alors, Gradle, comme le disait Louis à l'instant, c'est un outil de build et d'automatisation générique. Donc c'est avant tout un moteur de configuration et d'exécution. C'est-à-dire qu'on va pouvoir configurer, déclarer ce qu'on veut construire, et après avoir un moteur qui permet de faire toutes ces exécutions-là. Et ça se fait au travers d'API de programmation, avec un cadre de développement, un modèle de programmation, avec des abstractions, des librairies utilitaires, etc. Le cadre de développement, il est assez proche, quand on écrit les plugins Gradle, c'est assez proche d'un développement traditionnel, puisqu'en gros, on a des services qu'on peut se faire injecter, on a des API qu'on peut implémenter, qu'on peut utiliser, c'est très classique. Et il y a tout un écosystème de plugins qui permettent aux gens de décrire les types de logiciels à construire et les fonctionnalités supplémentaires. Donc on peut penser à Android, par exemple. Voilà, je veux construire une application Android, une librairie Android. Et les plugins supplémentaires, je vais avoir Detect pour faire de l'analyse statique de code, etc. Et c'est Gradle qui s'occupe de l'orchestration de l'exécution. Ça, c'est un petit exemple, ça doit vous parler. C'est une simple application Java. Ce qu'on fournit, nous, les plugins, pour l'écosystème Java, Groovy, Scala, on a du natif un peu, on a ces choses-là. Et ça, c'est un exemple de description de la définition d'un type de logiciel. En l'occurrence, c'est une application qui a des dépendances, qui sont tirées de ma vanne centrale, etc. Donc ça reste assez simple. Et donc, quand on parle de Gradle dans l'écosystème Android, en fait, c'est le Android Gradle plugin qui est développé par Google, qui utilise les API de Gradle, qui là-dessus définit son modèle, ses abstractions, d'où toutes ces notions de variantes entre un produit gratuit, un produit payant, le build type, le debug, le release, voilà, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui n'existent pas dans Gradle Core, ce sont vraiment des ajouts et des définitions propres à l'environnement Android, et que Google a choisi de modéliser comme ça, parce qu'eux, en fait, ont la fin de la chaîne, ils ont donc ce plugin, qui est même un écosystème de plugins, on va dire, et toute l'intégration dans l'environnement de développement Android Studio. Et donc, quelque chose qui est utile de savoir quand vous êtes utilisateur d'Android, c'est que on a ces deux éléments différents, mais depuis en fait la version 7.0 de Gradle et de l'Android Gradle plugin, les majeurs sont alignés
entre Google et Gradle. Donc on va là releaser la version 9 bientôt, on en parlera à la fin. Derrière, Android Gradle Plugin 9 arrivera aussi. Voilà, cet alignement, il a des bénéfices pour les équipes de Google, pour les nôtres, pour les utilisateurs aussi, parce que ça met quelque chose d'un peu clair sur l'évolution. Mais c'est aussi un peu un truc qui apporte de la confusion, parce que du coup, il y a des gens qui confondent Gradle et Android Gradle Plugin. Et donc, ce qu'on voit, c'est ici, ça c'est un exemple d'application Android. On voit qu'on a à nouveau affaire à un DSL qui est inspiré des langages type C avec les curly braces. Alors on a perdu les points-virgules et autres parce qu'on a quand même évolué depuis quelques années. Mais à nouveau, toute cette couche-là, en fait, elle est construite par l'Android Gradle plugin sur base de ce que Gradle fournit comme fonctionnalité core. Et on voit donc que, par exemple, Android a décidé d'avoir une extension principale dans laquelle se passe la majeure partie de la configuration. Voilà, ça, c'est un choix de leur part. Alors on va passer, maintenant qu'on a vu les bases, on va passer sur des choses qui ont plus attrait à la performance, le sujet principal aujourd'hui. Et quand on parle de performance, il y a un principe qu'il faut garder en tête tout le temps, il faut toujours y revenir, c'est qu'il faut mesurer. Là, il y a le petit diagramme classique sur les optimisations prématurées. Optimiser sans mesurer, c'est tirer dans le noir, quoi. Ça sert à rien. Il faut toujours mesurer. Et il y a des outils pour ça. Nous, on fournit par exemple le Gradle Profiler. C'est un outil qui est externe à Gradle. Et on décrit un scénario. Et le scénario peut être complexe. Le scénario, ça peut être je lance ce build-là, je change ce fichier-là, je lance ce build-là, etc. Et il va le répéter, faire des mesures, produire des graphiques. Voilà. Il faut mesurer, changer, mesurer, changer. Et un autre concept qui est très important, c'est qu'en tant que développeur, tous les jours, on est dans des boucles. On a notre boucle de développement, ce qu'on appelle interne, c'est la plus proche de nous. C'est celle où on code, on écrit du code, on teste, on écrit du code, on teste, on écrit du code, on teste. Et là, en faisant ça, on lance du build. Parce qu'on a besoin de compiler, on a besoin d'orchestrer les tests. Après, on veut déployer l'appli sur un émulateur, on code, on déploie, on code, on déploie. C'est une boucle très répétitive et très proche de nous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la boucle de développement externe. C'est celle qui est un petit peu plus éloignée. C'est celle où on va synchroniser l'IDE, parce qu'il y a eu des changements dans la configuration du projet. C'est celle où on va intégrer sur l'intégration continue. Et la troisième, c'est la boucle de développement du build. C'est pour les personnes qui mettent leur petit chapeau de je m'occupe de configurer le build et d'automatiser des choses pour aider l'équipe ou des choses comme ça, et qui vont changer la logique du build. Voilà. Il faut bien garder ces trois boucles en tête parce qu'on va y revenir tout le long de la présentation. Et donc si on regarde sur une autre dimension, quand on parle de scalabilité du côté de Gradle, on a un certain nombre de principes qui dirigent un peu nos décisions et nos choix. Et il y en a un qui est relativement important, c'est qu'on souhaite que le travail que fait Gradle, en dehors de compiler votre code, donc Gradle il a besoin de comprendre le modèle pour choisir quoi exécuter, on veut que ce coût-là soit proportionnel à la taille du changement. Donc ça veut dire que, c'est ce qu'on illustrera tout à l'heure, si vous faites un changement minime, Gradle il ne devrait pas être dans le chemin. Vous devriez avoir le résultat le plus rapide possible selon le temps du compilateur, l'émulateur, ce genre de choses. Si par contre vous décidez de complètement refondre votre logique de build, il faut comprendre que du côté de Gradle, il va avoir besoin de faire beaucoup plus de travail, et donc c'est normal que ce soit plus coûteux en temps. L'autre chose, c'est que si on veut que les développeurs comprennent ce qu'ils font, ce qui se passe, et qu'ils puissent éventuellement rapporter des problèmes ou améliorer les choses, il faut qu'ils aient une compréhension de la construction. Donc il faut que le build soit le plus compréhensible possible, pour que, en tant que développeur, même si ce n'est pas mon métier, je puisse me rendre compte de ce qui se passe, de qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je ne devrais pas changer, ce genre de choses. Et du coup, depuis très longtemps du côté de Gradle, on a deux axes principaux de travail sur la performance. Il y en a un qui est que si on ne fait rien, ce sera toujours plus rapide que de faire quelque chose. Maintenant, évidemment, on ne peut pas toujours rien faire, mais il y a quand même un certain nombre de cas où si le travail a déjà été fait, autant ne pas le refaire. Donc c'est la flemme, en fait, à son paroxysme.
Et l'autre côté, évidemment, c'est lié un peu à l'évolution des machines et même des terminaux sur lesquels on déploie aujourd'hui, c'est que le monde est de plus en plus parallèle, et donc il est évident que si on doit faire 3 choses, et qu'on peut les faire toutes les 3 en même temps, ce sera plus rapide que si on doit les faire l'une derrière l'autre. Mais évidemment, dès qu'on parle de parallélisme, eh bien on le sait tous, ça peut être plus compliqué, il faut avoir des garanties que le résultat reste correct et ce genre de choses. Donc on a vraiment ces 2 axes de travail, ne pas le faire ou le faire en parallèle. Et du coup, voilà, qu'est-ce que ça veut dire en termes de scalabilité? Et donc on va regarder ça un peu en pratique. Et pour ça, on a choisi d'utiliser un projet exemple qui est le projet officiel de Google d'exemple d'application Android, c'est Now in Android. C'est un projet raisonnable, en complexité, il y a une trentaine de modules. Donc c'est pas une toute petite appli, c'est pas un monstre, c'est un projet moyen, on va dire. C'est-à-dire qu'on a des métriques de Google qui disent que la grande majorité des applications Android se situe entre 10 et 25 modules. La grande majorité. Après, il y a les outliers. Il y a ceux qui en ont qu'un, il y a ceux qui en ont 6000. Voilà. On va regarder un truc moyen. Voilà, et donc, sur base de ça, on s'est demandé où est-ce qu'on commence. Et en fait, on a décidé de commencer en vous montrant les extrêmes. Donc, on a un projet ici relativement classique, plutôt bien fait en fait en termes de recommandations du côté de Gradle. Donc on va avoir tout ce qui est logique de build commune qui a été isolée. On a l'application au top. On a un certain nombre de modules qui sont découpés en fonction de fonctionnalités des différentes couches de l'application, etc. Et du coup, on a fait un peu un exercice, on va dire, théorique, puisque... C'est ça qui me manque, il me manque mes lunettes, désolé. Pourtant, c'est gros, hein. Ben oui, mais c'est l'âge. Du coup, la première chose qu'on a fait, c'est on s'est dit, en fait, on va compiler le projet sur une machine sur laquelle il n'y a quasiment rien, et en désactivant toutes les optimisations de Gradle. Donc ici, on voit le résultat, c'est un build scan, et on voit en fait que, j'ai pas de build cache, j'ai pas de cache de configuration, j'ai pas de parallèle. Donc voilà, il y a toute une série d'optimisations qu'on a désactivées explicitement. Et le résultat, c'est que faire assemble debug nous prend 8 minutes. Donc voilà, ça c'est en fait, si quelqu'un faisait un check-out de ce projet sur une machine vierge et en plus désactivait toutes les optimisations, c'est le genre de réalité qu'il aurait à affronter. Alors, on voit effectivement, hein, on a notre graphe d'exécution, si je zoome dessus, on voit, voilà, l'ensemble des tâches se font l'une derrière l'autre, il faut attendre, tout doit être fait comme ça. C'est un build qui est complètement neuf, donc en fait, toutes les tâches ont un état success, donc ça veut dire qu'elles ont fait du travail, elles ont exécuté des choses. Si je vérifie, il n'y a rien qui sort du cache, il n'y a rien qui est à jour, puisque voilà, j'avais aucun état. Donc il est évident que ce n'est pas la réalité, mais ça nous permet d'illustrer un peu les différentes informations et de comprendre ce qui se passe dans un build. Donc on voit que sur les 8 minutes, en fait, on a passé 6 secondes au départ. C'est quoi? En fait, c'est le téléchargement du Gradle Wrapper et la génération d'un certain nombre de fichiers qui sont nécessaires quand on tourne un build Gradle pour la première fois. On voit qu'on passe 3 minutes 30 à configurer le projet. Donc cette configuration, elle inclut de la résolution de dépendances et le téléchargement de ces dépendances, et puis de réaliser les modèles d'Android. Et la compilation de la logique de build. Et la compilation de toute la logique de build, effectivement. Et puis ensuite, on passe enfin à l'exécution du projet, et là on passe 4 minutes 30 à vraiment compiler le code, assembler les états intermédiaires de l'application, et puis pour au final avoir le résultat applicatif en mode debug. Et donc, la phase de configuration, donc là on peut voir, voilà, c'est la compilation des scripts, on en a pour 7 secondes. On se rend compte que c'est les modèles qui coûtent le plus cher. On a quand même presque 1 minute de résolution de configuration. Dans les build scans, on va trouver aussi toute une série d'informations qui nous permettent, si on veut, d'améliorer un peu cette phase de configuration. Résolution de dépendance, au total, 1 minute 30 sur l'ensemble du build. Donc c'est effectivement non négligeable. Alors il est évident que dans le cas ici, ça contient tout le téléchargement des dépendances. L'exécution des tâches, là on voit bien
On a exécuté 80% des tâches. Elles n'étaient pas cachables, c'est normal puisqu'on a désactivé le cache. Par contre, on se rend compte qu'il y a quand même certaines tâches qui, en fait, n'ont pas de source, donc ne font rien. On en a d'autres qui sont des organisateurs de logique de build, donc des tâches de cycle de vie. Et en fait, elles n'ont pas de logique d'exécution, c'est juste des tâches qui servent à... Par exemple, clean, assemble, c'est voilà. des tâches de cycle de vie, quoi. Et puis on a un certain nombre de tâches qui n'ont pas tourné. Alors Android utilise beaucoup de transformations, donc ça c'est la production de ces résultats intermédiaires. On a un EAR qui est produit par un sous-projet et qui doit être ensuite rééclaté par les projets au-dessus parce qu'on accède à différentes informations. Et donc voilà, c'est à nouveau ici quelque chose, on n'a quasiment rien évité. Alors on a quand même évité 7,6%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la logique de build, il y a sans doute des moments où j'ai besoin de sortir la même information d'un sous-projet. Et donc comme Gradle l'aura fait une fois, dans le même build, il ne le refera pas une deuxième fois. Donc même à blanc, en désactivant tout ce que je peux, j'arrive quand même à avoir de la réutilisation. Donc sur les transforms, ouais, parce que les transforms, elles sont organisées en chaînes, elles sont chaînées. Et c'est quand il y a des maillons de ces chaînes-là qui sont réutilisés dans d'autres chaînes qu'on se retrouve à éviter de les refaire. Bon, le build cache, il n'y a rien du tout puisqu'on avait désactivé. Pour l'exemple, il fallait bien que mon Gradle daemon n'existe pas, parce que sinon ça voudrait dire que j'aurais eu la version Gradle en local. Et puis on voit par contre qu'il y a eu énormément d'activités réseau. Donc ça, c'est souvent une expérience que vous pouvez avoir quand vous ouvrez un projet pour la première fois dans Android Studio. Il va vous dire « Ah, votre build est lent parce qu'il download beaucoup de choses. » Et oui, c'est normal, c'est la première fois. Je veux dire, mais ça n'arrivera plus après. Voilà, donc ça, c'est un peu une illustration de tout ça. Alors du coup, maintenant, on va regarder l'autre extrême, qui n'est pas forcément plus réaliste, mais c'est un extrême. C'est la même invocation de build, donc assemble debug, mais cette fois-ci, j'ai déjà tout sur la machine, je viens déjà de le construire, et j'ai activé toutes les optimisations possibles. Donc tout qui est activé, et si on regarde la timeline, on va voir qu'elle n'a pas du tout la même tête. C'est-à-dire que maintenant, on fait bien toutes nos exécutions en parallèle. La grosse différence, c'est que là, on est en dessous de la seconde. Et si on regarde nos tâches et qu'on regarde les tâches qui ont été exécutées, qui ont fait du travail, il n'y en a aucune. Elles sont toutes up-to-date, parce que les outputs étaient déjà là. Et alors, ici, c'est très rapide. Ici, il n'y a quasiment rien. On voit qu'on a un hit de cache de configuration, donc on a même bypassé la configuration. Pas de résolution de dépendance. Les exécutions de tâches, il y a tout qui est up-to-date. On a toujours nos cycles de vie. Les transforms, c'est pareil, 100% up-to-date. Le build cache, alors là, il n'a pas servi parce qu'on avait déjà tout construit en local. Et on avait un démon chargé. Alors là, en l'occurrence, le démon, il avait tourné qu'une seule fois le build avant. Donc on peut même aller plus vite que ça. Si le démon tourne plus, il va, c'est la JVM, hein, il va compiler plus de choses en natif, il va s'optimiser, il va aller de plus en plus vite. Et aucun téléchargement ce coup-ci. Voilà. Donc ces deux extrêmes-là, c'est juste pour vous montrer que quand Gradle a tout le boulot à faire, ça prend un certain temps. Quand il n'a rien à faire, ça va très très vite. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a entre les deux. Donc pour ça, on va reprendre No in Android, que je vais démarrer dans l'émulateur. Voilà. Donc là, il m'a démarré l'application dans l'émulateur. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est on va faire un changement qu'on appelle non-ABI. Donc on va juste changer un des écrans, et donc on va changer un peu le rendu du titre des articles de No in Android. Et le changement qu'on va faire, c'est non-ABI, ça veut dire qu'il ne change pas l'ABI, Application Binary Interface. Donc l'API ou l'ABI qui est vu par les autres projets. Donc on change un détail d'implémentation. Voilà. Et donc j'augmente la taille de la police et j'agrandis les lignes. C'est vraiment la seule chose que je veux faire. Et l'idée, c'est que maintenant, je redéploie mon application. Donc évidemment, le changement ici, il n'est pas réaliste. Mais ce qu'on veut illustrer, c'est cette fameuse boucle de développement interne. Puisque, en tant que développeur, j'espère que vous faites des changements qui ont plus de sens. Mais l'idée, c'est que
un peu vous montrer un build optimisé, quelle expérience il peut vous donner. Donc, en fait, on a produit un build scan en exécutant ça, et ça nous permet d'aller voir ce qui s'est passé. Et donc, si on va sur la timeline, on se rend compte que voilà, on a mis 2 secondes pour faire le build. On a mis 2 secondes. On voit par rapport à cette timeline où tout était exécuté sur Assemble Debug, voilà, on voit qu'ici on a quelque chose qui est plus léger, mais qui bénéficie du parallélisme, qui fait un certain nombre de choses en parallèle. Alors on voit aussi qu'il y a d'autres choses qui créent des chemins critiques, où il ne peut rien se passer d'autre pendant qu'il se passe quelque chose, pendant qu'il se passe en tout cas cette phase de compilation. Et à nouveau, si on regarde du côté des tâches, on se rend compte que... Où est mon séparateur ? Voilà. On se rend compte que, en fait, le changement que j'ai fait, il était dans Design System de cette application. Design System, c'est quelque chose qui est utilisé par toutes les couches de présentation, tous les sous-projets de présentation, mais on voit qu'on n'a recompilé que Design System. Il n'y a aucun des autres utilisateurs de Design System qui a dû être recompilé, puisque le changement, il est interne à l'implémentation. Et donc, en fait, tous les autres modules du côté Gradle a dit, non, c'est bon, c'est la même chose, je n'ai pas besoin de recompiler. On a changé que le corps d'une méthode. C'est ça. Par contre, effectivement, on est obligé de refaire toutes les étapes intermédiaires de construction des archives, et donc on arrive au final sur le packaging de l'application lui-même avant le déploiement dans l'émulateur. Voilà. Et du coup, question performance, on est de nouveau avec un configuration cache hit, donc ça veut dire qu'on n'a pas payé ce coût-là, et au niveau des tâches, on a énormément de tâches qui sont à jour. Donc, l'autre illustration qu'on peut faire, c'est « Ah, c'est pas le changement que je voulais faire, je défais mon changement et je redéploie. » Et là, en fait, je suis de nouveau... C'est aller plus vite. Voilà, c'est aller plus vite. Je suis de nouveau avec des temps de build qui sont en dessous de la seconde. Pourquoi ? Parce que le changement que j'ai défait, oui, il y a du code qui, en théorie, devrait être compilé, sauf qu'il n'a pas besoin d'être compilé. Gradle l'a déjà compilé dans le passé. Et il a le résultat de compilation dans le cache. Donc au lieu d'invoquer un compilateur, on récupère juste des fichiers à un autre endroit, on les réécrit à l'output de la tâche, et du coup, ce qui est exécuté par mon projet est vraiment limité à toutes ces notions. Non, ce n'est pas les transforms que je veux, c'est les tâches, justement. À toutes ces notions de packaging. En fait, j'ai repackagé quelque chose que j'avais déjà construit. Le packaging, là, je suis obligé de le faire, tout simplement pourquoi ? Parce qu'on a tendance à avoir des outputs de tâches qui sont plus volumineux, et donc le restaurer ça d'un cache prendrait plus de temps que de refaire l'action. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tâches qu'on ne cache pas. Et ça, c'est une décision qui a été prise par les mecs chez Google, chez Android, qui ont écrit le Android Gradle plugin, et qui ont, en mesurant, toujours mesuré, ont vu que ces tâches-là, ça valait pas le coup de les cacher. Et du coup, ils les ont marqués non cacheable. Et puis, je te passe la main. Alors, ça, c'était un changement non ABI. Donc, on a changé un corps de méthode. Là, pour le coup, on va regarder, on va faire un changement d'ABI. Donc, on va changer l'API dans Design System. Pour l'exemple, je vais faire un truc très simple. Je vais juste renommer une fonction. Si je renomme une fonction, je change l'API. Donc, tous les projets qui en dépendent doivent être compilés. Et effectivement, on voit que quand je relance le build, il prend un petit peu plus de temps. Parce que là, il y a plus de boulot à faire. Et encore une fois, ici, on voit ça très clairement, avec beaucoup plus de choses ici. Et dans nos tâches, il se passe beaucoup plus de trucs. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est par exemple toutes les tâches de compilation. Et là, on retrouve notre design system qui est recompilé, mais il y a tous les projets qui en dépendent qui sont recompilés. Et donc, ça fait une sacrée différence de changer un détail d'implémentation, de changer la signature d'une méthode qui est utilisée par d'autres modules. Et ça, c'est vachement important dans l'idée de la durée de build qui est proportionnelle à l'impact du changement. Ça a l'air tout simple de changer la signature d'une méthode, mais ça peut avoir un gros impact. Parce que si je change le nom d'une méthode tout en bas qui est utilisée à un seul endroit tout en haut, ça aura quand même un gros impact, parce que tous les projets
qui sont tout le long, auront besoin d'être compilés. Et c'est là que architecturer votre code peut avoir un impact sur la rapidité de votre build et votre boucle de dev. Déjà, il y a un truc dont il faut abuser, c'est la notion de visibilité que vous offrent les langages que vous utilisez. En Kotlin, vous pouvez avoir des choses qui sont private. Okay. Private, c'est bien, parce que private, c'est pas dans la BI. Donc vous pouvez renommer tout ce que vous avez de private, ça n'aura pas d'impact. Internal, c'est super aussi. Et internal, il faut en abuser. Parce que si dans vos modules, tout est internal, sauf la petite partie que les autres modules utilisent, là, vous pouvez profiter d'un build rapide. Et c'est le genre de choses qu'il faut regarder avant de penser à de la modularisation, juste pour la perf. Parce que la modularisation, ça ramène beaucoup de complexité aussi. Mais ça peut avoir un bénéfice. Ce bénéfice, il est plus compliqué, il faut le mesurer, bien sûr, mais on peut le regarder du point de vue du cycle de vie de notre code. Est-ce que j'ai des portions que je change souvent? Est-ce que j'ai des portions que je ne change pas souvent? Des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est un peu illustré de façon artificielle, on va dire, ce que peut être l'expérience d'utilisation de Gradle. Et donc maintenant, on va passer en revue les différentes fonctionnalités auxquelles ça se rapproche et comment vous pouvez en bénéficier. Donc ici, ce qu'on a repris, en fait, c'est on a repris des fonctionnalités de Gradle, on les a illustrées en fonction des différentes boucles, et puis les slides, eux, sont déjà organisés par rapport à ces axes de travail. Donc là, on est sur l'axe de travail, ne pas refaire ce qui n'a pas déjà été fait. Et le déjà disponible, c'est pour vous indiquer que ce sont des fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans Gradle. Donc, le cache des dépendances, c'est quelque chose, utilisez-le, vous l'aurez par défaut. Si jamais vous êtes en CI éphémère, il y a un petit peu plus de travail pour le remettre en place, mais en fonction de la rapidité de votre repository de dépendance, ça peut être bénéficiaire. Donc, à vous de voir. Tout ce qui est le configuration cache, pour avoir un cache hit, c'est évident que la boucle de développement, c'était l'objet principal. Lorsqu'on modifie la build logic, en fait non, il n'y a pas de cache hit puisque par définition vous avez changé la build logic, donc la configuration doit retourner. Quand on change la configuration, le configuration cache, ça ne marche pas. Voilà. C'est une fonctionnalité qui n'est pas active pour la synchronisation dans Android Studio, donc ça veut dire que si un projet a un temps de configuration extrêmement coûteux, la synchronisation dans Android Studio du projet est malheureusement coûteuse. Donc ça reste intéressant d'optimiser sa configuration. Et par contre, en CI, ça va vraiment dépendre. Si votre CI a de l'état, vous aurez éventuellement des hits. Et en CI éphémère, ça ne marche pas, puisque par définition, il n'y a pas d'état existant. Au niveau de tout ce qui est tâches à jour et l'évitement de compilation, en fait, on va avoir un bénéfice très intéressant en local. Et par contre, dans les autres environnements, que ce soit lorsqu'on change de la build logic, en fait, il y a nettement moins de compilation et de tâches qui tournent, ou que ce soit en CI, les chances que vous ayez des changements qui arrivent de façon incrémentale sont aussi moindres. Et bien sûr, à nouveau, un des gros problèmes de la CI éphémère, c'est qu'on n'a aucun de ces bénéfices-là, puisqu'on repart de zéro. L'autre truc qu'on a démontré... non, ça c'est une partie qu'on n'a pas démontré. Ce qu'on a vu avant, on l'a démontré dans les exemples qu'on nous a montrés. Et ça, on ne l'a pas démontré, c'est le build cache. Le build cache, c'est la vie. Vous voyez, c'est ouvert là, presque. Si vous ne l'avez pas activé, activez-le, c'est le truc qu'il faut utiliser absolument. Après, il y a le local, le distant. Le local, c'est bien pour la boucle de dev. Sur une CI non éphémère, il sera là, puisqu'on va garder le build cache local. Sur une CI éphémère, encore une fois, c'est à mesurer, parce que est-ce que faire le boulot de le mettre de côté et de le restaurer vaut le coup comparé à consommer le build cache distant? À voir. Et le build cache distant, il y a marqué des velocity, mais sachez qu'on a une image de Docker qui vous permet de monter un service de build cache qui est open source. Donc, voilà. Après, le build cache des velocity, il a des fonctionnalités en plus si vous avez des déploiements géographiques plus grands. Donc, là, on passe à nouveau un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu démontrer. Alors, il y a une très très vieille fonctionnalité de Gradle qui est toujours incubating, ce qui devrait être une indication de apprendre avec des pincettes, qui est le configure on demand. Ça fait 8 ans. Oui, voilà. Donc c'est l'idée qu'en fait, on ne configure que les projets qui sont nécessaires pour exécuter ce que vous avez demandé. Soyons très clairs, si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, n'investissez pas dedans. Si vous l'utilisez aujourd'hui et que ça fonctionne pour vous, tant mieux.
Mais voilà, ça reste. En fait, c'est vraiment historiquement, c'est relativement complexe parce que comme les plugins et la logique de build peuvent modifier à peu près tout et n'importe quoi pour le moment, avoir un configure on demand qui est correct, c'est pas du tout évident. On donne aucune garantie sur le fait que votre build sera correct si vous l'utilisez. Donc c'est à vous de voir. Voilà. Ouais, c'est un peu embêtant, effectivement. Au niveau des tâches incrémentales, donc là, voilà, la compilation, alors on ne s'est pas penché sur les détails précis de la compilation, mais en fait, Gradle et les différents plugins, par exemple le plugin Kotlin, vont pouvoir proposer des notions de compilation incrémentale. Hein, donc on n'a pas besoin de tout recompiler parce qu'il y a un morceau de code qui a changé, on ne peut recompiler que ce qui dépend de ce morceau de code-là. Au sein d'un source set, au sein d'un bloc de source. Voilà, c'est ça, au sein d'un même projet. Donc là, évidemment, on va en bénéficier pour tout ce qui est local, que ce soit la modification de build logique, la synchronisation avec Android Studio ou le développement. Par contre, pour tout ce qui est CI, voilà, ce sera beaucoup plus aléatoire, puisqu'il faudrait, même un CI qui a de l'état, il faudrait qu'il reçoive les changements dans un ordre qui fait du sens. Et la CI éphémère, par définition, elle ne verra rien. Et alors, par contre, du côté des Velocity, on a une fonctionnalité d'accélération qui s'appelle la sélection de tests prédictive. Et donc là, l'idée, c'est en fonction du changement que vous avez fait dans votre code, on a un modèle de machine learning qui va déduire les tests qui ont le plus de chances de vous donner un signal sur est-ce que votre changement est valable ou non. Et donc, on va tourner un faible pourcentage des tests. Et là, il est évident que si cette fonctionnalité est activée, elle va vous donner des bénéfices, quel que soit votre environnement, puisque vous allez tourner un sous-ensemble de vos tests. Évidemment, vous devez avoir au moins une chaîne dans votre intégration continue qui tourne l'entièreté des tests, puisque sinon, ça veut dire que vous avez une confiance aveugle dans un modèle de machine learning. Et je ne sais pas aujourd'hui qui aurait ça. Alors nous, par exemple, chez nous, le ready for merge, donc pour pouvoir merger une pull request, il utilise la predictive test selection. Du coup, notre boucle de feedback là-dessus, elle est beaucoup plus rapide. Par contre, quand on demande un merge, ça part dans une queue, et cette queue, elle tourne tous les tests avant de merger. Et en fait, on gagne vachement de temps avec ça, au final. Et un truc à savoir, c'est qu'il faut, une fois qu'on le met en place, il y a une phase de bien 1 mois d'apprentissage pour que le modèle apprenne des diffs de vos changements et des résultats des tests avant de pouvoir l'activer. Et on a des indicateurs de taux de confiance pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Alors là, tout ce qu'on vous a présenté, c'est des choses qui existent déjà. Et on a des trucs qui sont en cours de dev. Et dans le petit paquet ne pas refaire ce qui a déjà été fait, il y a un truc principal qui est un projet qu'on appelle Isolated Project. Ça résonne avec le truc dont Louis vous a dit il ne faut pas l'activer, la configure on demand. C'est que configure on demand, on ne peut pas l'activer parce que les projets ils peuvent se toucher les uns les autres et changer l'état mutable de chacun. Et du coup, on ne sait pas trop dans quel ordre doivent se faire les choses. Isolated Project, ça isole tous les projets. Alors on a toujours recommandé de découpler les projets les uns des autres, donc de pas d'un projet aller configurer un autre. Mais avec Isolated Project, on l'interdit. Et ce que ça permet plein de choses. Et notamment dans la partie ne pas refaire ce qui a déjà été fait, ça permet par exemple pour nous d'implémenter le fait que le configuration cache, il va être incrémental par projet. Donc au lieu, quand on a un configuration cache miss, c'est-à-dire que la configuration a changé, il faut que je retourne la configuration, au lieu de la retourner pour tout le build, on peut le faire que pour le projet qui a changé. Donc si vous avez un projet avec un build avec 100 projets, vous changez la configuration d'un projet, on va retourner la configuration que de celui-là. Donc pour sync, etc., ça permet d'accélérer beaucoup. Et le même projet s'applique aussi à la synchronisation dans Android Studio, parce qu'on a un cache incrémental des modèles de tooling. Alors, comment ça marche le sync dans Android Studio, vite fait? C'est que Studio, il a besoin de connaître la structure du build, où sont les sources, quels sont les paramètres de compilation et tout, pour pouvoir vous afficher un bel arbre avec les bons paramètres de source pour chaque truc. Et pour ça, il interroge Gradle. Et c'est Android qui écrit du code, qui est envoyé à Gradle et qui va inspecter le modèle, construire des données et les renvoyer à l'IDE. Et ça, Isolated Project, ça va permettre de cacher de façon incrémentale chaque petit projet et d'aller beaucoup plus vite. Ok, et donc, si on continue, en fait, mais cette fois-ci on passe à l'axe du parallélisme.
à nouveau, hein, les choses qu'on a illustrées dans nos petites démos. On va avoir du parallélisme au niveau de l'écriture de l'entrée du configuration cache, au niveau de son chargement. On va avoir du parallélisme sur l'exécution des tâches entre les projets. Ça, c'est un flag dash parallèle qui existe depuis longtemps, qui, par exemple, à nouveau, n'est toujours pas par défaut, parce qu'en fait, pour l'activer de façon safe, eh bien, il faut que vous vérifiez que votre build ne fasse pas des choses qui ne soient pas unsafe au sens parallèle. Par contre, dès qu'on active le configuration cache, comme on a isolé les informations des tâches, on a la garantie que les tâches sont indépendantes, et donc on peut faire leur parallélisation, y compris au sein d'un même projet. Et donc, évidemment, pour tout ce qui est local, intégration continue avec de l'État, il n'y a aucun problème. Par contre, le configuration cache sur une CI éphémère, ben en fait, ça dépend. Ça vaut le coup de le tester, parce que si le coût d'écrire et de recharger l'image du configuration cache est suffisamment faible, vous allez pouvoir avoir des bénéfices sur cette parallélisation avancée. Donc c'est une chose, à nouveau, hein, qu'on fait ce qu'on a dit avant, essayer et mesurer. Et toujours sur le parallélisme, évidemment Gradle sait faire des téléchargements en parallèle, donc ça c'est d'office, c'est vert, c'est joli. On a une API qui s'appelle la Worker API qui permet au sein des tâches, si jamais vous écrivez des tâches, au sein des tâches de faire de l'exécution parallèle. Donc quand vous avez du processing un peu lourd, ça permet de faire des tâches qui vont plus vite. Encore une fonctionnalité de Develocity, c'est la distribution de tests. Donc nous on s'en sert, c'est quand même assez génial parce que quand je lance des tests sur ma machine et que j'ai 6000 tests à tourner, en fait ma machine elle en tourne, je sais pas, 300, tout le reste ça part dans un petit cloud et c'est des machines qui le font tourner. Et ça c'est transparent, dans l'IDE on reçoit les résultats, etc. C'est vachement bien pour la boucle de dev. Et le dernier truc, c'est un truc qu'on a bossé avec Google pour faire avancer ça, c'est sur l'interrogation de Gradle par Studio quand on fait une synchronisation. On a fait que la construction des modèles se passe en parallèle. Ça a été livré, je crois, fin d'année dernière, et ça marche. Et vous n'avez rien à faire pour en profiter. Donc au niveau en cours de développement, en fait, il se trouve que Isolated Project a non seulement des bénéfices sur ne pas faire ce qui a déjà été fait, mais aussi potentiellement sur le parallélisme, puisque on va pouvoir, en fait, comme les projets seront indépendants, on pourra les évaluer en parallèle, puisqu'ils ne peuvent pas s'influencer l'un l'autre. Et ça, ce sera valable tant pour l'exécution des tâches que pour le processus de synchronisation dans Android Studio. Et la configuration en parallèle, ça veut dire la compilation des scripts de build en parallèle. Et ça va faire du bien. Donc ça, c'est le slide qu'il ne faut pas lire, mais c'est juste que ce qu'on va vous dire après, ça peut ne pas être vrai. Ouais, alors Gradle 9, qui va coïncider avec AGP 9 bientôt, on fait la RC ce mois-ci. Comme c'est une majeure, la phase d'RC va être un peu longue, donc on s'attend à avoir une GA début d'été. Et les choses qui vous intéressent, donc on passe à Kotlin 2.1 intégré, Language Version 2.1 pour le DSL de configuration. On est passé à JSpecify pour la gestion de l'annulabilité, donc maintenant dans les logiques de build, la gestion de l'annulabilité va être beaucoup plus stricte. Groovy Cat, ok. Maintenant, il faudra Java au moins 17 pour exécuter Gradle, mais je sais que dans ce public, c'est déjà le cas, puisque par contre, le Android Gradle plugin requiert Java 17 depuis longtemps. C'est-à-dire que ça, c'était pas nous, c'était eux avant. Mais comme on était le messager, souvent on nous tirait dessus. Le configuration cache, les plugins cœur que nous on livre, on garantit avec 9 qu'ils ne planteront plus votre build s'ils ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que nos propres plugins qui ne sont pas encore compatibles, par exemple natif, on ne l'a pas fait encore, ils vont automatiquement désactiver le configuration cache. L'idée, c'est que vous pouvez activer le configuration cache et vous dire que ce qu'il y a dans Gradle, ça ne pètera pas. Et bon, il y a plus de 2 ans de nettoyage d'API, ça va faire pas mal de changements. Alors, après, dans la ligne de 9x, il y a un moment en fait, où on va commencer à déprécier l'utilisation de Gradle sans le configuration cache, parce que c'est toujours quelque chose qu'on veut mettre par défaut. Et puis alors, ce qui reste sur le slide, c'est vraiment beaucoup plus loin. Je vais prendre 2 choses qui peuvent être intéressantes. C'est ce qu'on appelle le cache de plus haut niveau. Donc là, c'est l'idée qu'en fait, plutôt que de cacher les résultats de chaque tâche, on va skipper toute la partie résultats intermédiaires et on va juste se rendre compte, vous avez besoin de l'AR de ce projet-là au final, mais comme on connaît tous les inputs, on peut juste vous redonner l'AR du cache, quoi. Et on skip du coup tout un sous-ensemble du graphe de tâches.
Et alors Focus, le dernier, ça c'est l'idée, c'est que quand vous avez des centaines de projets dans votre application Android, il est peu probable qu'en tant que développeur, vous ayez besoin de ces 100 projets tous les jours. Et donc l'idée, c'est d'avoir une capacité core à Gradle. Il existe des plugins qui ont été faits dans la communauté, il existe des sociétés qui ont des réponses à ça. Mais là, on voudrait avoir une solution core à Gradle en disant, voilà, vous avez la possibilité d'ouvrir une quinzaine de projets qui sont ceux sur lesquels vous travaillez. Si ça vous intéresse, aujourd'hui, il y a Dropbox qui fournit une solution qui marche relativement bien. Et ça, c'était pour ne pas refaire ce qu'on a déjà fait. Sur le parallélisme, deux petites choses. Quand on a un configuration cache hit, quand vous utilisez le configuration cache, hit ou miss, on exécute les tâches en parallèle, mais il faut d'abord qu'on store le configuration cache pour un miss ou qu'on le load, et on fait ça entièrement, on charge entièrement le graphe de tâches avant de commencer à exécuter les tâches. Et en fait, du coup, ça peut avoir un impact. Si votre projet est gros, il y a quelques secondes, ça peut aller à quelques secondes, quoi. Et là, l'idée, c'est de commencer à exécuter les tâches en streaming dès qu'on désérialise, pour pouvoir démarrer les tâches le plus tôt possible. Et le deuxième point, c'est lié à Isolated Project, qui permet de faire beaucoup de choses en parallèle, notamment la configuration. En fait, ça marche, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte en faisant des tests sur plein de builds que chez nous, dans Gradle, il y a beaucoup de contention. Et en fait, de contention de lock, donc de locking, on va dire. Et en fait, des fois, c'est plus lent d'exécuter les trucs en parallèle plutôt que de le faire en série. Et ça, c'est parce que nous, on a un gros problème de locking qui est historique et il faut le résoudre et on va s'y atteler. Voilà, alors, si jamais vous voulez, on a une roadmap qui est sur roadmap.gradle.org. Et puis, c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On est un petit peu hors temps, donc merci pour votre attention. Et du coup... Je pense que c'est un break maintenant, donc les questions, on va les faire dehors pour ceux qui en ont, quoi. Voilà, merci. Merci.